Le dialogue peut être un élément important pouvant permettre au chef d'État, Félix Tshisekedi, de réunir tous les Congolais autour de lui en bon père, justement pour éviter ce qui se passe aujourd'hui. Vous le savez, les adhésions de certains Congolais dans ces groupes créés par Corneille Nangaa, l'Alliance du Congo pour combattre aux côtés des M23. Est-ce que la cohésion nationale aujourd'hui peut être une évidence, peut être possible, mais comment la créer? Quel rôle que le chef de l'État, comme garant de la nation, peut jouer pour créer cette cohésion nationale? Des questions qui méritent d'être posées, des réponses tout à l'heure, mais tout au long de cette émission, si on va revenir sur la nomination d'un nouveau Premier ministre, vous le savez, c'était depuis ce lundi par le président de la République, voulais-je dire, Félix-Antoine Tshisekedi, Madame Tchoulouka Judith, qui remplace Jean-Michel Samalou Kondé, qui vient pour la formation d'un nouveau gouvernement. Ses profils, c'est qu'elle attend avec tous les problèmes, voulais-je dire, que nous avons aujourd'hui et dans ces pays. Tout est prioritaire dans notre pays sur le plan sécuritaire et social aussi, mais éducationnel. Est-ce que la maman qui est venue saura faire des choses de la belle manière pour essayer de sortir la tête de l'eau, donner le sourire aux Congolais? Aussi des questions qui méritent d'être posées, des réponses, c'est tout à l'heure dans cette émission Interface, deuxième numéro de la semaine de votre émission. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Bonsoir Sarah. Bonsoir Daniel Rolon-Lay, bonsoir à notre invité et bonsoir à ceux qui nous suivent en ce moment. Alors, pour répondre à toutes ces questions, nous recevons pour vous Maître Platini Mbadou. Il est le président de la fondation Platini Mbadou, justement cette fondation qui soutient les actions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Maître Platini, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, bonsoir madame. Aujourd'hui on respecte les dames. Bonsoir madame. Bonsoir. Et voilà, et puis laisse-moi aussi dire, donner mes salutations à tous les habitants de Mongafula ainsi qu'aux membres de la fondation Platini Mbadou que je dirige. Nous sommes vraiment de cœur avec les actions du chef de l'État. Nous sommes en train de soutenir les actions du chef de l'État, mais la fondation n'a pas une connotation politique, c'est plutôt social. Nous œuvrons dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la santé, et puis dans les domaines nous soutenons également la politique du chef de l'État en ce qui concerne la gratuité de la justice. Et dans tous ces domaines-là, nous sommes en train de travailler dedans. Présentement même, nous sommes en train de former les agistères au sein de la fondation, les jeunes de Mongafula. Il y en a qui sont déjà en pleine formation, comment faire cette profession-là d'agistère. Et puis, de l'autre côté, nous sommes aussi je suis un acteur politique, œuvrant au sein de l'Union sacrée. Et également, nous sommes vraiment en train de soutenir les actions du chef de l'État pour voir que ce deuxième quinquennat, que ce soit une réussite pour le chef de l'État. Alors, je suis quand même tenté de vous poser une question concernant la fondation, parce que ce que vous faites, c'est quand même important pour la population de ces côtés. Et c'est une fondation dont l'argent ne vient pas quand même du gouvernement, l'argent vient de vos propres poches. Comment vous faites pour trouver quelque chose, question de financer et toutes les actions que vous essayez de mettre en évidence pour le bien de la population de Mongafula? Vous savez, j'ai toujours dit, lorsque vous êtes à mesure de vous partager les 100 francs que vous avez, vous serez également à mesure de partager les 1000 francs que vous aurez demain. Mais je crois que j'ai plusieurs propriétaires à Mongafula. Et l'idée était venue, je suis allé vérifier mes activités. Je trouve que les activités étaient menacées par des érosions par-ci, par-là. Et à ce moment-là, nous avons pris l'initiative avec les autres camarades du quartier pour essayer un peu de lutter contre les érosions. Il fallait acheter les sacs, ainsi de suite. Alors, en réfléchissant pareil, nous nous sommes dit pourquoi ne pas créer une structure où nous allons commencer à lutter contre les érosions. C'est pour ça, c'est là où est venue l'idée de mettre en place cette fondation-là. Et nous avons eu maintenant à l'étendre dans l'ensemble de Mongafula, si je peux me permettre de dire ainsi, parce que nous avons eu à lutter contre les érosions à Mikoti, à Ngoudiabaka, à Sekeseke, à Moussangu, à tout ce quartier-là. Et nous avons eu à lutter contre les érosions par rapport à ça. Nous avons même des projets pour la mise en place de forages. Donc, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. J'ai pris le goût d'aider mes semblables. J'ai pris le goût d'aller vers les gens qui sont à côté de moi, que je puisse leur soutenir avec le peu que je gagne. Présentement, c'est vrai, nous n'avons pas de soutien. Nous sommes en train de travailler avec le moyen de bord. Je suis avocat.
Et je me bats avec mes dossiers pour voir au moins comment faire fonctionner la fondation et fonctionner aussi la maison. Mais s'il y a déjà des bonnes volontés qui veulent nous soutenir par rapport à ça, ça sera toujours une bonne chose. Parce que présentement, là, par exemple, dans le quartier Moussangou, dans le quartier Mikot, ils n'ont pas d'eau. Et nous avons un projet sur la mise en place de forage, mais il n'y a pas de moyens. Parce que la fondation, l'adresse, c'est avenue Kalimo, numéro 1, quartier Moussangou. Là, l'adresse est là. Si quelqu'un veut nous soutenir, il peut aller à l'adresse directement. Il y a un secrétaire général à l'adresse indiquée. Il y a un panneau. Tout est organisé là-dessus. Et il y a même des agisseurs qui sont en train de suivre la formation maintenant au moment où je vous parle. Et donc, s'il faut peut-être là-bas, peut-être qu'ils vont trouver ce loin, il peut appeler à partir de mon numéro. C'est le 081 91 95 290. Je répète encore, 081 91 95 290. Et nous allons ensemble prêter main forte aux habitants de Mongafula qui souffrent beaucoup par rapport à tout ce qui leur dérange. Alors, Maître Platini, merci. Le message est passé et courage pour ce que vous êtes en train de faire pour la population de ces côtés. Merci. On va revenir aux thématiques d'aujourd'hui. On va commencer d'abord par la nomination de Madame Judith Tuluka comme Première ministre. C'était attendu, on attendait que le président Tshisekedi puisse nommer et c'était arrivé hier. D'abord, sur le plan choix de la personnalité de la personne, est-ce que vous êtes d'accord avec le président de la République pour cette nomination? Effectivement, vous savez, le président de la République, c'est quelqu'un qui est en train d'innover dans ce pays. Il y a d'autres choses que nous avons eu le temps de lire ça dans la Constitution, mais on n'avait pas eu le temps de le palper comme ça. Par exemple, la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité. Ce sont des choses qu'on voyait dans la Constitution, mais on n'était pas en mesure de le palper depuis 2006. Et c'est grâce au chef de l'État, il a eu à le matérialiser. Aujourd'hui, les femmes, il y a eu des conférences, des échanges auxquels les femmes réclamaient qu'ils n'étaient pas considérés, ils n'étaient pas vraiment pris en considération, le quota était moindre, ainsi de suite. Mais c'est encore le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est venu encore pour mettre fin à ces débats. Aujourd'hui, c'est la première fois d'avoir, depuis l'indépendance à ce jour, d'avoir un Premier ministre femme. Mais est-ce que c'est sur base des réclamations de ces femmes ou bien c'est la compétence qui a joué? Est-ce qu'il a vu que cette femme peut être compétente ou bien c'est sur base des réclamations des femmes qu'on peut opter un choix? Madame, déjà, d'un côté, il y a eu ces réclamations-là. Parce qu'il faut voir que la femme, la responsabilité ou le droit des femmes a une histoire. On dit une histoire ou une histoire? Une histoire. Le droit des femmes a une histoire. Ça a commencé depuis, il y a eu des débats, ainsi de suite. Aujourd'hui, en Afrique, avoir un Premier ministre femme, c'est quelque chose de nouveau. Même nous pouvons vérifier dans le pays, beaucoup de pays africains, c'est quelque chose vraiment de nouveau. Là, c'est d'un côté. De l'autre côté, on n'a pas choisi au hasard. On a choisi une femme qui a un CV. Et on a mis une femme instruite. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu, qui est tombé comme le cheveu dans la soupe. Non, pas du tout. Il a 20 ans de carrière dans les organisations internationales. Il nous semble sans oublier qu'elle était récemment ici comme ministre du Plan. Et il était, dans le passé, il a occupé des postes de directeur, experte aux Nations Unies, ainsi de suite. Nous devons tous lire le CV. Donc, le chef d'État a fait un choix, pas seulement un choix d'une femme, mais un choix qui est porté sur la compétence de la femme. Parce qu'il y a plusieurs femmes tout autour du chef de l'État. Mais il a fait le bon choix de la compétence. Parce qu'en regardant le CV, en regardant ce qu'il a comme parcours professionnel, on peut que louer cette dame-là. Moi, je crois que j'attends beaucoup d'elle et je sais qu'elle va arriver parce que personnellement, j'ai toujours dit, les mamans ont la capacité de détecter les problèmes et d'apporter les solutions. Je vous donne un exemple. Moi, à deux fois, quand je suis à la maison avec mes enfants, ma mère, quand il fait un tour pour me voir et voir aussi ses petits-fils, il regarde l'enfant comme ça et se dit, ce petit-ci, je crois qu'il y a un problème. Ah, viens, je vais le purger. Maman, pourquoi mon enfant? Non, je constate que... Et il fait un truc, tu sens que non, elle n'est pas médecin, mais elle donne la solution. Et les mamans ont cette capacité-là de détecter le problème, même dans la vie des enfants, même dans la vie de manière générale. Et moi, j'ai toujours dit, même quand j'ai des problèmes, une fois que tu rentres à la maison, elle te regarde à l'entrée de la maison. Elle te dit, toi, tu as un problème.
Mais tu n'as pas dit un mot. Et ma mère a cette capacité de constater cela. Je crois que même aujourd'hui, même Madame Judith Toulouka également, c'est une dame, elle a également cette capacité-là, parce que c'est inné dans les femmes, elle a également cette capacité de constater le problème de notre société. La société en a beaucoup de problèmes, sur le plan sécuritaire, sur le plan emploi, sur le plan de famille, sur le plan ainsi de suite. Avec elle, nous sommes sûrs et certains qu'elle va détecter le problème et elle va porter la solution à ces problèmes-là. Et c'est pour ça que moi, j'ai confiance en elle et j'attends les résultats. Confiance, bien sûr, Maître Platini, mais au vu du contexte social, sécuritaire actuel, est-ce que ne serait pas une erreur de la part du président Tshisekedi de donner ces grandes responsabilités à une femme au moment où à certaines personnes attendaient la nomination d'un homme capable aussi avec une compétence énorme pour essayer de changer la donne, de changer la situation? Vous savez, les hommes ont montré aussi leurs limites, hein, si je peux me permettre ainsi. Parce que ça fait quand même un moment qu'on a toujours eu les hommes à la tête de la primature. Mais à deux fois, on n'a pas vraiment de résultats escomptés. Pourquoi ne pas essayer maintenant? Bon, même pas essayer, mais pourquoi ne pas tenter aussi de voir aussi les compétences d'une femme à la tête de cette institution primature? Parce que moi, je crois que avec elle, nous pouvons quand même avoir des bons résultats. Et aujourd'hui, ça a été Qu'est-ce qui vous garantit cela? Et ce qui me garantit cela, c'est que son parcours, d'abord le CV, me dit que non, ce n'est pas quelqu'un qui est sorti de nulle part. C'est quelqu'un qui a quand même eu à gérer, qui a quand même eu à travailler par-ci, par-là, avec la compétence accumulée, avec les expériences accumulées, il peut apporter une solution. C'est ce qui me fait dire que non, il va quand même apporter un élément de plus. Les hommes, ce n'est pas une erreur passée. Aujourd'hui, au Centrafrique, à un moment donné, pendant la période tumultueuse, il y avait aussi une dame qui avait fait l'intérim. Et cette dame, que le nom m'a échappé, mais du moins, elle avait géré la période transitoire jusqu'à ce qu'il y ait eu élection. Nous avons constaté que pendant la période que la femme avait géré ce pays-là, le Centrafrique, il y avait quand même eu un accalmie au niveau des groupes armés qui dérangeaient ce pays-là. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, même avec Madame, Son Excellence, Madame Judith Toulouka, je crois que nous allons encore il va encore apporter beaucoup de solutions, même sur le plan sécuritaire que nous sommes en train de déplorer à tout moment. Alors, Maître Platini, qu'en pensez-vous des gens qui pensent qu'aujourd'hui, cette nomination serait une expression sentimentale du président, justement, pour que les gens puissent se dire, bon, puisqu'on avait organisé une conférence ici à Kinshasa sur la masculinité positive, il fallait que le président de la République puisse nommer une femme, même si cette femme n'a pas la compétence aujourd'hui de bien gérer, de bien remplir ses responsabilités, mais quand même, les gens vont dire demain ou après-demain que voilà, à l'époque de Félix Tshisekedi, on avait quand même nommé une première ministre femme. Vous savez, le plus important dans la vie, ce n'est pas ce que vous êtes devenu, mais ce que vous faites de ce que vous êtes devenu. C'est-à-dire, vous pouvez être chef de l'État, c'est vrai, vous êtes chef de l'État, mais qu'est-ce que vous avez fait de cette qualité-là? Moi, je crois que c'est vrai, chaque personne a ses sentiments, mais en sa qualité de chef de l'État, il a le pouvoir discrétionnaire d'opérer son choix sur la personne qu'il estime compétente par rapport à ce qu'il attend de cette personne-là. Et aujourd'hui, le chef de l'État a fait son choix sur la personne de Madame Judith Toulouka. Est-ce qu'il a fait ça, c'est une erreur ou c'est quelque chose qui va faire avancer le pays? On ne peut pas commencer à débattre sur ça maintenant parce qu'elle n'a pas encore commencé à travailler, le gouvernement n'est pas encore sorti. Et il faut savoir aussi une chose, et peut-être les gens oublient, les premiers ministres, c'est les coordonnateurs du gouvernement. Ce n'est pas le Premier ministre qui sera le ministre des Transports, ce n'est pas le Premier ministre qui sera le ministre des Infrastructures ou ministre des Finances, et ainsi de suite. Il est celui qui va coordonner le gouvernement. Donc, il va présider le gouvernement, si je peux utiliser ce terme-là. Donc, en d'autres termes, laissez-lui le temps. Laissez-lui le temps de gérer et nous allons analyser si la décision du chef de l'État était une décision mauvaise ou c'était une bonne décision. Mais on ne peut pas d'emblée comme ça que quelqu'un qui n'a pas encore commencé, directement commencer à dire c'était une erreur, c'était une erreur. Moi, je crois que on va vite en besogne.
Prenons notre mal en patience, attendons qu'elle commence à travailler. Moi, je crois que ce qui me donne plus d'assurance à Madame, à son Excellence, Madame Judith Toulouka, c'est que ce n'est pas une personne, n'est pas un parvenu. C'est quelqu'un qui a géré pendant 20 ans de carrière devant les organisations internationales, ainsi qu'au ministre de Plan dans notre pays. Je crois qu'avec toutes ces compétences-là accumulées, il peut faire quelque chose. Donc, donnons-nous la chance, regardons ce qu'il va donner, et nous allons en découdre plus tard. Compétences accumulées, bien sûr, Maître Platini, mais peut-être les gens entendaient quelqu'un, un ministre, et par exemple, tout le monde parlait de Jean-Pierre Liaou, qui était parmi les exemples, parmi des ministres qui ont bien travaillé dans ce gouvernement de Samalou Kondede. Mais Madame Judith aussi, ancienne ministre du Plan, son bilan au niveau des réalisations. Mais est-ce que le chef de l'État était obligé de faire son choix sur lui? C'est ça le point. Parce qu'on dit le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Donc c'est à lui d'apprécier et de décider. Lorsqu'on entre dans des appréciations, les appréciations ont toujours un caractère sentimental d'un côté. Donc s'il a estimé que non, c'est à son excellence Madame Judith Toulouka de prendre la primature, c'est la décision discrétionnaire du chef de l'État. On ne peut pas remettre ça en cause. Mais est-ce que Madame Judith n'est pas compétente? Pas du tout. Elle est également compétente. Est-ce que le ministère du Plan et le ministère de la fonction publique, ce sont des ministères qui se valent? Je dirais non. Parce que le ministère du Plan a ses attributions, a ses orientations, et la personne qui gère le ministère du Plan a sa manière de travailler qui est différente de la manière de travailler du ministère de la fonction publique. Parce qu'il ne faut pas oublier que la fonction publique a commencé avec une dame qui avait initié déjà cette situation de NU, l'organisation de la vérification de vrais fonctionnaires. Elle a commencé avec elle, et le ministre de la fonction publique, VPM Liao, est venu. Il a continué, et ainsi de suite. Mais de l'autre côté, Madame Judith Toulouka également a fait son travail jusqu'à la fin. Est-ce qu'il faut comparer les bilans? Au moment venu, peut-être nous allons le faire. Mais aujourd'hui, le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État a décidé ainsi. Est-ce que c'est parce que VPM Lyon avait mal travaillé? Bien sûr que non. Mais c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État a porté son choix sur Madame Judith Toulouka. Et on peut qu'observer et regarder. Alors, sur les plans en fond, par rapport au contenu, à l'intelligence, à la compétence de sa personnalité, Madame Judith, ça marchait. Mais sur le plan forme, parce que quand l'informateur faisait son travail, c'était pour identifier la majorité. On disait que l'IDPS, c'était parmi les partis qui avaient la majorité au Parlement. Mais aujourd'hui, on attendait peut-être la nomination d'un Premier ministre venant de l'IDPS. Mais aujourd'hui, Madame Judith Toulouka est là, elle est nommée. Elle semblerait qu'elle n'est pas ni de l'IDPS, ni d'un regroupement de l'Union sacrée. Est-ce que par là, on peut dire que dans cette nomination, le processus a été biaisé? Le processus n'est pas biaisé. Juste, il faut une simple bonne raison, c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. C'est ça la réponse claire. Donc ce pouvoir est au-delà même du respect des principes ou des règles émises par les lois de la République démocratique du Congo. Non, pas du tout. Là, le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Je crois que son Excellence, Madame Judith Toulouka, est dans un parti politique qui se trouve dans la majorité parlementaire. C'est suffisant. C'est très suffisant. Donc, il n'y a plus de débat à faire là-dessus. C'est très suffisant. Parce que la majorité parlementaire est bel et bien là. La majorité parlementaire est constituée de quoi? Est constituée de tous les partis de l'Union sacrée qui se retrouvent au Parlement. Est-ce que le parti dont Mme Judith est membre ne se retrouve pas au niveau du Parlement? Bien sûr que oui. Donc, il n'y a plus de débat. Là, le problème, c'est qu'on attendait beaucoup et on commençait à empiéter le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. C'est ce qui est mauvais. Moi, je crois que le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État a porté son dévolu sur Madame
Judith Toulouka, je crois que c'est fini, il n'y a plus de débat. C'est le pouvoir discrétionnaire. Quand on parle de la discrétionnaire, c'est son intime conviction. Et il décide lui seul avec sa conscience sur la personne qui va donner ce poste-là. Mais le condition, c'est que non, la personne doit être issue de la majorité parlementaire. C'était ça la condition légale. Mais qui? Là maintenant, c'est son droit et il a fait son choix. Le reste des personnes dont le choix n'a pas été porté sur eux, ils ne sont pas incompétents. Loin de là même. Mais plutôt, c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Alors, Maître Platini, les femmes sont des êtres à problème, mais elles se taisent aussi face à certaines situations, dit-on. Et vous pensez que la manière de travailler de Sama Lukonde peut être un exemple pour l'actuel ministre? Vous savez, chaque personne a son tempérament. Je crois que Sama Lukonde a eu à travailler, il a fait son temps. Il a fait Sama Lukonde 1, Sama Lukonde 2. Il a géré comme il a pu. Et nous le félicitons parce que gérer la République, ce n'est pas mince affaire. Et aujourd'hui, c'est le tour de Madame Judith Toulouka. Alors, ce qu'il faut faire, lorsque vous arrivez à un poste, la moindre des choses à faire, c'est un conseil que je peux donner à Madame, il va se référer à ses prédécesseurs, les gens qu'il a succédé, pour voir quel a été leur point fort, quelle a été leur faiblesse, et par rapport à cela, il saura maintenant comment s'orienter pour le futur. C'est toujours ça, c'est comme de l'histoire pour préparer l'avenir. On ne peut pas se projeter dans l'avenir sans connaître l'histoire. On ne peut pas se projeter dans la bonne gouvernance sans connaître les points forts et les points faibles de votre prédécesseur. Et il faut savoir que nous sommes dans un système de continuité de l'État. C'est-à-dire les personnes passent, mais les institutions restent. Les conventions signées par son prédécesseur, c'est elle qui va continuer sur ces conventions-là, sur ces décisions-là. Surtout lorsque c'est en accord avec les intérêts du pays. Donc moi, je crois que selon les tempéraments de chaque personne, et je crois que Madame, son Excellence Judith Toulouka va se référer à la manière de gérer de Sama Lukonde pour que les choses aillent de l'avant. Mais je crois que depuis qu'il est ministre de plan, c'est parmi des ministres qui étaient caractérisés par un calme et pas trop à la télé. Elle parle que lorsqu'il a des choses à dire, que lorsqu'il est invité au briefing, par exemple, où il donne les éléments, c'est quelqu'un déjà qui est dans la même philosophie avec Sama Lukonde. Donc je crois que... Mais est-ce que c'est dans le calme qu'on peut bien diriger? Ce n'est pas non plus dans les cris qu'on va bien diriger. Parce que nous avons connu les gens qui ont parlé ici, la bonne gouvernance, à Troïka, 5 heures, tout ça là. Qu'est-ce qu'ils ont fait de Boukan Alonso? Qu'est-ce qu'ils ont fait de notre pays? Qu'est-ce qu'ils ont fait de tout ce qui était à leur disposition? Ils ont construit des pavillons à l'aéroport à des montants élevés. Ils ont construit des immeubles intelligents à des montants élevés. Ils ont réhabilité le Natra, les immeubles aussi au Royal à des montants trop élevés. Parce qu'ils parlaient beaucoup. Mais lorsque Sama Lukonde est venu, il ne parle pas beaucoup, mais nous avons quand même vu des réalisations. Aujourd'hui, nous avons vu Arena est en train de se construire. Nous avons vu d'autres réalisations sous son mandat, mais sans pour autant nous dire que non, il est bien. Mais on pouvait quand même parler d'elle aussi pendant qu'elle était au ministère du Plan, comme c'était avec le ministre Liao. On a parlé de lui. Ministre Liao, le secteur où il se trouvait, c'était un secteur où il fallait qu'on en parle, qu'on parle de lui. Parce qu'il fallait organiser les fonctionnaires, il fallait essayer un peu d'équilibrer les nombres de fonctionnaires où il y avait des doublons, où il y avait des fictifs, ainsi de suite là. Pendant cette période de balayage, pendant cette période de tamissage, il fallait que les gens en parlent aussi. Mais dans le ministère de Plan, on planifie pour le futur. On réfléchit aujourd'hui pour ce qui va venir demain. Est-ce qu'il faut venir à la télé pour nous dire, par exemple, que non, nous allons faire ceci, cela pour notre pays dans les jours à venir? Est-ce que c'est un ministère négligé? Ce n'est pas un ministère négligé, ça fait partie même de la planification, parce que gouverner, c'est prévoir. Et c'est un ministère, pas négligé, mais stratégique pour notre pays. Parce que, comme je venais de le dire tout à l'heure, gouverner, c'est prévoir. Et nos prévisions doivent être bien maîtrisées au sein du ministère de Plan. C'est là où on peut retrouver nos prévisions. On peut retrouver nos prévisions dans 5 ans, dans 20 ans, dans 10 ans. Qu'est-ce que le pays va réaliser? C'était ça aussi la partie essentielle. Mais à comparer cela avec le ministère de la fonction publique, le ministère c'était
parmi des ministères phares qui géraient l'emploi de Congolais, qui géraient les fonctionnaires congolais. Et vous savez comment nous sommes, comment sont les fonctionnaires congolais et comment est-ce que lorsqu'ils ne sont pas payés, comment est-ce qu'ils bougent, comment est-ce qu'ils dérangent. Et voilà, il fallait qu'on en parle. Mais ce n'est pas le cas avec le ministère de Plan. Alors, Maître Platini, Sama Lukonde 1, Sama Lukonde 2, avant qu'on puisse s'échapper avec cette thématique, s'il faut coter l'ancien Premier ministre Sama Lukonde, c'est les 10 sur 10 dans sa manière de faire les choses. Vous avez énuméré certaines de ses réalisations aujourd'hui, mais sur 10, vous les donnez combien? Alors, s'il faut juger la gestion de Sama Lukonde, ce serait plutôt juger le gouvernement dans son ensemble. Parce qu'il était le coordonnateur du gouvernement. Il présidait la coordination du gouvernement. Mais chaque ministre avait ses responsabilités bien déterminées dans la loi, ou même lui-même, Premier ministre, n'avait pas pouvoir d'aller s'immiscer directement, même s'il était l'autorité hiérarchique de ce ministère-là. Donc, s'il faut corriger tout le monde, tous les gouvernements qui ont travaillé, je mettrai 6 sur 10. Alors, quelles sont les qualités que vous avez trouvées dans la manière de travailler de Sama Lukonde personnellement, d'une manière particulière, mais aussi en général de ces deux gouvernements, Sama 1, Sama 2, et les défauts que vous dites aujourd'hui que vous pouvez conseiller à Madame Judith de ne pas copier, les erreurs commises par Sama, que Madame Judith ne doit pas copier aujourd'hui pour bien avancer? Vous savez, il n'y a pas vraiment eu trop d'erreurs, mais il était trop calme. Vous savez, nous sommes dans le silence aussi. Nous sommes dans un pays très compliqué, et avec notre peuple aussi, c'est très, très compliqué. Des fois, nous avons besoin d'avoir d'autres sons de cloche par rapport à ce qui se passe dans notre pays. C'est vrai, nous avons déjà un porte-parole du gouvernement, des fois qui nous donne des briefings sur l'organisation de ce qui se passe au sein du gouvernement, mais du moins, lui aussi, on aurait voulu aussi l'entendre de temps en temps. Mais de manière générale, je crois que ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas ça l'essentiel de parler. Ce qui est plus important, c'est la réalisation. Les réalisations de manière générale. Parce que nous avons vu des ministres qui avaient des astroïkas chaque 5 heures du matin. Mais à 5 heures du matin, ils passaient à la télé pour parler. Nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Mais ils se sont plus enrichis que les Congolais. Alors moi, je crois que personnellement, j'ai beaucoup aimé sa façon de travailler. J'ai beaucoup aimé sa façon de diriger. Dans le calme, posé. Il parle que lorsque c'est nécessaire. Lorsque ce n'est pas nécessaire, il laisse les autres parler. Il laisse les autres avancer. Moi, je crois qu'il faut que nous ayons des personnes comme ça. C'est-à-dire quelqu'un qui ne vient pas vous faire vous montrer, m'as-tu vu, c'est-à-dire vous montrer que non, c'est lui le premier ministre. Non, il était en conflit avec personne. Je n'ai pas entendu Sama Lukonde en conflit avec un ministre ou bien avec une autorité, alors que il est en train de gérer comme premier ministre, mais il y avait des VPM par-ci par-là, des ministres d'État par-ci par-là, mais il n'y a jamais eu des empiètements, il n'y a jamais eu de débats avec le gouverneur de la Banque centrale ou avec tout que ce soit. Donc je crois qu'il va sortir de ce ministère tête haute. Pourquoi? Parce qu'il a géré. Bien ou mal, il a géré, mais sur le plan éthique, sur le plan professionnel, j'apprécie beaucoup sa manière de travailler. Alors, bonne chance à la nouvelle première ministre de la République démocratique du Congo, Madame Judith Tsholuka. Alors, d'une thématique à une autre, cette fois-ci, on va revenir sur ce qui se passe depuis un moment dans notre pays. Vous le savez, les adhésions des Congolais du côté de ces mouvements de Corneille Nangaa, ces mouvements qui est allié au M23 depuis un moment. Les gens ne cessent de traverser chaque jour qui passe, que ce soit assez de l'opposition et de la majorité, et ça donne ce que ça donne, l'image de notre pays sur le plan international, des frustrations. Selon certaines personnes qui considèrent que les frustrations sont la cause de ces traversées des Congolais, mais pour faire revenir tout le monde à la raison, aujourd'hui, pour recréer la cohésion nationale, est-ce qu'il faut organiser un dialogue? Les chefs de l'État comme garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'est-ce qu'il doit faire pour redonner la confiance, pour rassembler tout le Congolais autour d'une table, certainement, pour recréer la confiance? Maître Platini, d'abord, vous comme Congolais,
quand vous voyez aujourd'hui certains Congolais continuent de rejoindre des Corneilles Nangaa au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, côté des M23, ça vous fait comment? Vous savez, monsieur le journaliste, ça fait très mal. Ça fait très mal. Parce que les gens, dans notre pays, l'opposition de notre pays, ils se comportent de la manière dont il est opposant pas du régime, mais de la personne. C'est-à-dire, on s'oppose au régime qui est en place. On s'oppose à la personne on s'oppose au régime et à la politique du régime. Mais on ne s'oppose pas aux individus. Et vous allez même voir que les gens qui traversent de l'autre côté, ils sont à l'aise pour dire que non, pour eux, ils veulent que Faty puisse échouer. Alors, ce qu'ils oublient, c'est que Faty peut échouer, oui, il échoue. Mais le pays, vous êtes en train de vendre le pays sans le savoir. Parce que le plus important, ce n'est pas Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il partira. Après les 5 ans ici, il partira. Une autre personne viendra. Mais quand vous traversez de l'autre côté, d'après les informations de notre possession, même au niveau des organisations internationales, l'M23 est soutenu par le Rwanda. Vous créez votre groupe AFC, Alliance du fleuve pour le fleuve Congo. Vous travaillez avec le M23. Vous dites même que non, vous allez venir jusqu'à la capitale. Est-ce que vous savez, lorsque vous allez venir jusqu'à la capitale, avec le soutien de qui? Du Rwanda. Ok? Avec le soutien du Rwanda. Maintenant, lorsque vous allez finir, vous arrivez à la capitale, quelle sera la facture du Rwanda? Qu'est-ce que le Rwanda demande en contrepartie pour vous accompagner jusqu'à la capitale? Au risque de revenir, de faire la main en culpa comme ce fit à l'époque de l'AFDEL. Nous avons connu dans ce pays, le Rwanda et les autres pays limitrophes avaient soutenu le AFDEL. Nous savons, ils sont arrivés jusqu'à la capitale. Ils ont également pris le pouvoir. Mais quelle a été la suite? Quelle a été la suite? Nous sommes arrivés jusqu'à ce que même un chef de l'État est décédé juste à cause de ça, parce que la facture était salée. Mais on n'a pas acquis les connaissances, on n'a pas acquis l'intelligence de ce qui s'était passé. C'est pour ça que j'ai dit ici, il faut se référer à l'histoire. Aujourd'hui, la guerre, ça va se passer où? C'est ici dans notre pays. Vous connaissez le nombre de personnes qui vont mourir juste pour ça. Quitter de Goma jusqu'à Kinshasa. Vous savez combien de personnes vont mourir par rapport à ça? Lorsque vous êtes frustré, est-ce que c'est une raison pour aller prendre des armes? Aujourd'hui, la Constitution a organisé les choses de manière à ce que tout le monde se retrouve. Tout le monde, lorsque vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas satisfait, vous êtes frustré, il y a des procédés prévus dans la Constitution et dans d'autres lois de la République. Mais il faut les utiliser. Il faut les utiliser. Pourquoi vous voulez seulement prendre des armes? Et à quel prix? Pour tuer un autre Congolais. C'est ce que moi je déplore. Et puis il faut savoir une chose, monsieur le journaliste, madame. Vous savez, dans notre pays, les gens frustrés, c'est qui? Ce sont des gens qui n'ont pas obtenu un poste. Ce sont des gens qui n'ont pas été élus. Ce sont des gens qui avaient une vie X dans le passé. Lorsque le régime a changé, ils n'arrivent plus à s'adapter. Ce sont là les gens frustrés. Parce que moi, je me dis, si vous êtes frustré juste à cause de ça, alors c'est que tout le monde va aller de l'autre côté. Parce que tout le monde a des problèmes de son côté. On ne peut pas non plus dire que non, si nous sommes comme ça et que nous n'avons rien, c'est à cause du régime. Alors moi, je traverse de l'autre côté pour tuer mes semblables. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la logique que le Congolais devait avoir. Moi, je pose toujours la question, la facture de Kagame sera quoi? Sera combien? Parce que nous avons déjà vu dans le passé. Aujourd'hui, les gens qui sont en train de traverser de l'autre côté, ce n'est pas des seigneurs de guerre. Hein. Ce sont des gens, des jeunes du PPRD et d'autres personnes qui sont en train de traverser de l'autre côté. Mais les gens qui étaient en guerre dans le passé, les gens qui étaient avec RCD, MLC et les autres là, et ils connaissent le prix de la guerre. Mais eux, ils ne traversent pas de l'autre côté. Parce qu'ils savent comment la guerre coûte cher en vies humaines, en matériel, ainsi de suite.
Et ça a été démontré à suffisance de preuves que les voies pacifiques ont toujours été des voies nobles pour réclamer quelque chose du pouvoir. Nous avons vu ça avec Gandhi, nous avons vu ça au Sénégal, nous avons vu ça dans d'autres pays. C'est toujours des voies pacifiques, même en Tunisie, en Égypte. Nous avons vu des voies pacifiques réclamer et il y ait changement. Mais les armes n'ont jamais apporté de solution. Preuve en est que nous sommes aujourd'hui encore là. Alors que nous avons connu AFDEL, après nous avons connu encore des RCD, des MLC, des autres, et nous avons connu encore M23, et aujourd'hui nous revenons encore sur le même problème. Ça démontre en suffisance de preuve que les armes n'ont jamais apporté de solution, n'ont jamais apporté de développement. Si vous voulez changer la vie des Congolais, cherchez de l'investissement. Un investisseur ne vient pas dans un pays en guerre. Il ne peut pas venir investir son argent dans un pays en guerre. Donc, moi, j'interpelle les Congolais, j'interpelle la conscience des Congolais. On ne peut pas se comporter ainsi. Parce que nous avons, dans l'histoire de notre pays, il y a déjà eu un groupe d'armées, un groupe de milices qui a pris ce chemin-là. Nous savons là où nous sommes arrêtés. Et on ne peut pas revenir sur les mêmes choses. C'est de notre responsabilité d'utiliser des moyens pacifiques. Ça serait plus souhaitable pour faire avancer les choses. Alors, mettre des voies pacifiques, bien sûr, il faut les créer. Il faut faciliter la tâche à d'autres aussi pour atteindre ces voies-là. Mais aujourd'hui, les déclarations qui s'est fait, par exemple, au niveau de l'IDPS, on a suivi la fois passée les secrétaires de l'IDPS qui nécessitent d'affirmer des choses pas bien selon les camps de Joseph Kabila, pour Joseph Kabila qui aurait même fui quitter les pays. Est-ce que ce genre de déclaration n'est-elle pas en train aujourd'hui de renforcer, de pousser ces Congolais aujourd'hui, de se dire, bon, ok, comme nous, on est lésés, on doit aller de ces côtés pour prendre les armes et puis venir chasser ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui par force. Vous savez, le chef de l'État, lorsqu'il a présenté sa candidature au deuxième mandat, il avait présenté sa candidature comme étant un candidat indépendant, pour dire que le chef de l'État n'a pas de couleur politique, premièrement. Deuxièmement, M. Kabouya, c'est le secrétaire général d'un parti politique. Un parti politique a quoi comme mission? A quoi comme philosophie ou devoir? C'est de conquérir, d'avoir le pouvoir et de le maintenir aussi longtemps que possible. Si un secrétaire général d'un parti politique s'exprime en disant que nous allons rester au pouvoir jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, c'est son droit. Moi, j'ai entendu les gens... C'est quand même grave. Au moment où nous savons, le président Tshisekedi, la Constitution donne des mandats, un mandat une fois renouvelable, mais le fait pour les secrétaires d'un parti politique, même si le président avait postulé comme un indépendant, de dire ça, ça donne l'impression comme si, même après la fin de ces mandats, le président Tshisekedi va glisser, va continuer. Et c'est une occasion, c'est un fait pour les autres de s'élever pour aller chercher le pouvoir. Vous savez, moi aussi j'ai entendu que Madame Olive Lembe a aussi dit quelque chose lors de son discours, dire que non, le Kabila va revenir alors qu'il a déjà fait 2 mandats. Est-ce que c'est une raison pour moi aussi de traverser de l'autre côté? Bien sûr que non. Nous sommes devant des partis politiques. Il y a des discours politiques, il y a des discours pour la base. Mais est-ce que ce discours-là révise la Constitution? Je ne pense pas que ce discours-là a révisé la Constitution. Mais est-ce que c'est nécessaire de faire ce discours connaissant la manière dont... C'est nécessaire pour sa base. Non, mais il faut tenir compte aussi de la population. Non, il n'est pas le secrétaire général de la population. Il est secrétaire général de l'UDPS. Il parlait à la base de l'UDPS. Donc, comme secrétaire général, il peut réconforter le jeune pour dire que nous allons rester au pouvoir jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. C'est un discours politique, c'est un discours d'un secrétaire général d'un parti politique. Ils ont comme ambition de rester dans le pouvoir aussi longtemps que possible. Après, Fatih, s'ils ont un candidat à présenter, ils vont le présenter. Je ne fais pas l'apologie de l'UDPS, mais je trouve ça normal. Parce qu'aujourd'hui aussi, le président Kabila a fait 2 mandats, il est déjà parti, ils m'ont dit qu'il va revenir. Ils vont réviser la Constitution? Ils vont revenir par quelle magie? C'est aussi une question que je me pose. Et le fait pour moi de me poser des questions, cela ne veut pas dire que non, le président Kabila a révisé la Constitution pour qu'il revienne encore. Non. Donc moi, je crois que c'est un faux débat. C'est un faux débat pourquoi? Parce que dans ce pays, les gens du PPRD ont géré ce pays pendant un bon moment. Okay? Pendant qu'ils ont géré le pays a été fragilisé sur le plan sécuritaire, sur le plan des institutions sécuritaires. Aujourd'hui,
l'armée a été fragilisée pendant 18 ans. L'armée, il n'y a pas eu formation pendant 18 ans. L'armée est fragile. Non seulement ça, le champ de tir, où on devait apprendre les militaires comment tirer, a été vendu. Et comme un quartier de l'autre côté, champ de tir. Et il n'y a pas eu formation proprement dite des militaires, forces navales, forces terrestres, parachutistes. Il n'y a pas eu. Et aujourd'hui, nous avons encore les disciples ou la jeunesse du PPRD qui est en train de traverser de l'autre côté. Et hormis cela, il y a encore ce que nous sommes en train de voir sur terrain par rapport à cette fragilisation de notre pays. Nous avons quand même droit de nous poser des questions. C'est vrai, j'entends les gens dire que non, Kabouya, le secrétaire général Augustin Kabouya a dit que Kabila serait derrière tout cela. Bon, je crois que s'il a des éléments de preuve, il peut toujours brandir cela. Mais à ce qui me concerne, je trouve ça un peu suspect. Pour ce seulement un camp politique où les adeptes, permettez-moi le terme, d'un parti politique, eux tous se dirigent de l'autre côté. Et lorsque j'ai fait des analyses sur la fragilisation des institutions sécuritaires, je prends l'armée, je prends la diplomatie, je prends le service de renseignement, je me pose des questions si ce n'est pas aussi, c'était pas aussi un moyen pour que le Rwanda puisse monter sur nous et on a déballé le drap, le tapis rouge pour faire passer le Rwanda et venir nous inquiéter. Aujourd'hui, si le Rwanda nous dérange aujourd'hui parce qu'il connaît, il maîtrise au moins la situation militaire de notre pays. Est-ce que ce n'est pas aussi, c'était pas fait à dessein de fragiliser notre armée, de fragiliser les institutions, de fragiliser la diplomatie, justement pour favoriser d'autres personnes? Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'on a répertorié les milices, les groupes armés qui œuvraient dans notre pays, il y avait plus de 200 et quelques milices dans notre pays, avec 13 milices des étrangers. Et est-ce que ce n'était pas aussi une occasion? Est-ce que le brassage et le mixage, ce n'était pas aussi un moyen d'infiltrer notre armée? Ce sont des questions que nous nous posons, mais si le secrétaire général a d'autres éléments, il peut toujours mettre ça à la disposition de la justice, parce que nul n'est au-dessus de la loi. Nous sommes tous égaux devant la loi, et la loi s'applique à nous de la même manière. Donc, je crois que dans notre pays, nous sommes en train de nous relever petit à petit de là où nous étions. Alors, nous voulons que nous puissions avancer calmement. J'ai entendu beaucoup de choses sur que Corneille Nangaa a dit, les autres là ont dit, mais lorsqu'il faut négocier, nous allons négocier avec le président Kagame. Moi, je me demande seulement, est-ce qu'ils ont déjà la facture de Kagame avant? Parce qu'eux, ils sont gourmands. Lorsqu'ils vont arriver à la capitale, ils vont réclamer un certain nombre de choses et ils ne seront pas en mesure de donner. Et nous avons encore tombé dans l'histoire de Aftel. Et il faut savoir aussi, le Rwanda n'est pas seul. Le Rwanda est soutenu par la communauté internationale. Il faut aussi mettre dans la tête que non, sur le plan international, ils disent que le Congo n'est pas gouverné. Parce que le Congo est trop vaste. Il faut le saucissonner, il faut le couper, le balkaniser. C'est ça la philosophie de l'étranger. Des Occidentaux. Non seulement ça, le Congo est trop riche. Il faut que la richesse du Congo soit aussi partagée avec les autres pays de l'Afrique ainsi que de l'étranger. Il ne faut pas oublier ça. Lorsque Sarkozy était venu ici, il avait parlé de ça, que la richesse du Congo doit être distribuée avec d'autres pays pour le développement de l'Afrique. Sarkozy avait parlé de ça. Donc aujourd'hui, lorsque vous vous engagez dans un débat, vous engagez dans l'accompagnement pour venir à la capitale avec Kagame, demandez déjà la facture, savoir qu'est-ce que vous allez donner comme contrepartie. Parce que quand on va vous donner les armes, il va vous donner les hommes, il va vous donner tous ces éléments-là pour arriver à la capitale. Et il va vous réclamer quoi? C'est un élément très important. Maître, alors, la facture de Kagame, comme vous l'évoquez, ils sont regrets ni remords. Dans ces cas, on peut aussi affirmer que le fait pour le gouvernement congolais d'accepter de prendre part à la réunion ministérielle qui a lieu à Luanda, la capitale angolaise, la fois passée, c'était une erreur de la part du gouvernement parce que ça va nous amener vers une rencontre avec Kagame, Tshisekedi Kagame peut-être, donc Kagame pourra imposer aussi à la RDC ce que lui il veut. D'ailleurs, on a suivi l'interview quand il avait donné des conditions à Félix Tshisekedi pour une possible rencontre. Vous savez,
dans notre pays, j'avais dit tantôt, les hommes passent, Mais les institutions restent. J'ai suivi l'autre fois Willy Ngoma. Il était en train de dire, ils ne sont pas des terroristes, mais plutôt ils ont des contrats avec le gouvernement. Les contrats là ont été signés avec qui? Avec l'ancien régime. Et non avec le nouveau régime. Pas du tout. Et puis il faut savoir aussi une chose, que ce qu'ils réclament là, ils réclament le bien des Congolais. Ils réclament le sol des Congolais. Ils réclament tout ce que Dieu a donné aux Congolais. Mais ce qui me dérange, c'est que lorsqu'il faut réclamer dans la maison entre père et fils, c'est le fils va réclamer à son père. Mais lorsqu'il faut qu'un voisin commence à venir pour réclamer à la place du fils, c'est là où on se pose des problèmes. Voilà pourquoi lors du briefing du chef de l'État avait dit, moi-même je vais aller pour demander à Kagame qu'est-ce qu'il veut à mon pays. Parce que sur le plan de droit, les limites de chaque pays ont déjà été tracées depuis 1885. Donc le roi n'en a rien à nous réclamer. Mais pourquoi est-ce qu'il soutient le 1-23? Parce que même s'ils disent que non, les Banyamulenge, ils sont marginalisés, mais les Banyamulenge sont des Congolais. Alors s'il faut qu'un Congolais réclame son droit, il n'a pas besoin d'aller déposer la requête dans un pays étranger. C'est ça en fait la question qui nécessite un peu de réflexion au-delà de nos frustrations, du partage du gâteau ou des frustrations du genre on n'a rien reçu, on n'a pas été élu. C'est ça la réflexion. Moi je crois que dans notre pays, les jeunes, les Corneille Nangaa et les autres, ils ne réfléchissent pas au-delà. Ils sont en train de réfléchir par procuration. Donc les gens sont en train de réfléchir à leur place. Et ce qu'ils sont en train de faire, ils ne maîtrisent pas les conséquences. Parce que Kabila, le père, il était aussi à leur place dans le passé. 96, 97, il était aussi à leur place. Mais aujourd'hui, nous sommes où? Et ils sont pas en train de réfléchir suffisamment. Moi, je pense, à mon humble avis, qu'ils devaient revenir à la normale. Voilà pourquoi aujourd'hui, il faut qu'on insère cette peine de mort. Il faut que le traître comme les Congolais et les autres soit réprimé par la loi. C'est la solution idéale. C'est la solution idéale. Non seulement idéale, ça va permettre à ce que les Congolais restants puissent se réserver de ne pas aller. Tu sais qu'aujourd'hui, nous avons un risque, même le gouvernement qui va sortir. Il y a d'autres personnes qui se préparent déjà que non, s'il n'est pas sorti ministre, ils vont traverser. D'autres personnes qui se disent, si moi je n'ai pas eu ce que j'attends, je vais traverser. Mais c'est devenu quoi? Lorsque vous traversez avec quel but? De vous habiller en tenue et de prendre les armes. Mais pour tuer qui? Fachi? Parce que vous allez le retrouver où? Vous allez tuer seulement vos semblables. Vous allez tuer seulement... Parce que vous savez, il y a eu combien de déplacés? Est-ce que ce n'est pas une façon de manifester le mécontentement de la manière dont le pays sera dirigé pendant ce mandat? Madame, j'étais candidat aux élections provinciales de Mongafula. Et j'ai été voté. J'ai des PV comme preuve que j'ai été suffisamment voté par la population de Mongafula. Mais je n'ai pas été proclamé élu. Est-ce que c'est une raison pour moi de tirer sur vous? Donc, comme je n'ai pas été élu, je prends une arme puis je tire sur vous. Vous pouvez essayer aussi, on va voir ce que ça va donner. Bon, voilà. Donc, pour dire que non, ça ne se justifie pas. Ça ne se justifie pas. Parce que je sais qu'on a réclamé ces carrés miniers. Et l'autre là, magie ou quoi que ce soit. Parce que les gens viennent en politique comme des chômeurs. C'est ça aussi le problème dans notre pays. Les gens viennent en politique comme des chômeurs. Une fois qu'il a une opportunité d'avoir de l'argent, il cherche à s'éterniser sur cette opportunité-là. Une fois que vous lui ravissez, vous l'enlevez l'opportunité, il est prêt à tout pour récupérer ce que vous lui avez enlevé. Or, nous sommes dans un pays avec 2 345 000 km², avec plus de 100 millions d'habitants, qu'il faut que chaque personne fasse moins 1 ou 2 mandats pour laisser la place aux autres. Parce qu'on a besoin de l'expertise de chaque personne. On n'a pas besoin que de toi. Mais malheureusement, lorsqu'on lui retire, il va tout faire juste pour revenir au poste. Moi, je vois ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Je vois ce qui se passe au niveau des institutions. Ça me dérange beaucoup.
Tu étais là, tu as travaillé avec des points négatifs, des points positifs. On a déjà vu cela. Mais pourquoi tu tiens à revenir sur ça? C'est ton poste, c'est ta maison, c'est chez toi. Pourquoi tu veux revenir là-bas? Tu ne peux pas aller ailleurs ou tu ne peux pas faire autre chose. Si tu as vraiment besoin de servir votre pays, c'est seulement là-bas. Moi, je crois que dans ce pays, on devait avoir quand même honte à un moment donné. C'est pour ça que le chef de l'État est en train de surprendre. Il a surpris avec la nomination du Premier ministre. Je crois qu'il va encore surprendre aussi dans les choses à venir. Alors, Maître Platini, pour les 9 minutes qui nous restent pour chuter avec l'émission, j'aimerais qu'on puisse être dans des propositions. Aujourd'hui, nous sommes pendant cette période d'agitation, de traversée. Ça se dit, chacun pose ses actes comme il pense, mais devant ces complots internationaux, devant ces complots extérieurs, il faut qu'il y ait une préparation ou bien des choses préparées au niveau intérieur. Sur le plan interne entre Congolais, est-ce que vous êtes d'avis, comme le pensent beaucoup de personnes, que c'est le moment peut-être que pour les chefs de l'État, comme garant de la nation, de se dire, bon, ok, j'organise un dialogue où je vais appeler tous les enfants du pays, tous les Congolais autour d'une table, justement, pour qu'on puisse se parler avec beaucoup de véracité et qu'on puisse trouver une solution pour être fort et contre-attaquer ce qui se prépare au niveau international. Le dialogue aujourd'hui est possible. Vous savez, ça me fait rire. Dans ce pays, nous en avons connu beaucoup de dialogues. Imagine, réfléchissons un peu. À l'est du pays, on tue. Et puis au Congo, dans la capitale, si on organise un dialogue, on prend le chef de l'État, on met de l'autre côté, on prend Fayoulou, on l'amène. Et puis on prend Bosso, et puis on prend les autres là, on les amène. Et puis ça donne quoi? Même les gens qui proposent des dialogues. Mais le problème, ce n'est pas le dialogue. Le problème, c'est le comportement de l'homme congolais. L'homme congolais a les yeux tournés vers lui. L'homme congolais ne réfléchit pas pour l'ensemble. C'est ça le problème de l'homme congolais. Lorsque vous allez organiser le dialogue, il viendra avec des agendas, avec des enveloppes dans leur poche pour dire que non, pour ça va poster haut. C'est ça l'homme congolais. Je crois que le dialogue entre Congolais, les Congolais n'ont pas de problème. Vous allez échanger sur quoi? Le chef d'État avait déjà fait la demande. Il avait dit à tout le monde de venir tout autour de lui pour mettre fin à l'agression rwandaise. C'était ça la demande du chef de l'État. Cette demande-là, s'il faut l'expliciter, c'est que là où vous travaillez, là où vous êtes en train d'exercer votre profession, avocat, vous êtes en train d'exercer votre magistrat, ou comme politicien, ou autre professeur d'université, ainsi de suite, essayez un peu d'avoir d'abord un langage patriotique. Deuxièmement, mettre fin à toute forme de propagande contre ton propre pays. Et aussi, si je peux ajouter, avoir l'esprit patriotique à ce qui se passe à l'est du pays. C'est-à-dire être unis, même dans notre manière de réfléchir, être unis pour faire face à l'ennemi. Mais est-ce à l'intérieur, nous sommes unis? Nous ne sommes pas unis, pourquoi? Parce que l'opposition de notre pays fonctionne en termes des individus et non en termes de programme, non en termes de régime ou non en termes de politique du régime. On s'oppose à la politique du régime et non aux individus composant le régime. Il y a des gens qui veulent que le chef d'État puisse échouer. Mais s'il échouait, par exemple la guerre à l'Est, il échouait avec la guerre à l'Est, mais c'est le pays qui va partir. C'est notre pays qui va périr, qui va souffrir. C'est le compatriote congolais à l'est du pays qui vont souffrir. Il y a eu combien de déplacés, combien de tués, combien de victimes qui ont perdu un bras, un pied. Mais toi, tu vois que le chef de l'État, la politique de haute toi que je m'y mette, c'est ça la politique de l'homme congolais. C'est ce qu'il faut déplorer. Mais je crois que le dialogue entre Congolais, ça ne va pas résoudre la guerre à l'est du pays. Ce qui va résoudre la guerre à l'est du pays, c'est d'abord sur le plan interne. Qu'on évite de faire la propagande de AFC là. Qu'on évite de publier sur les réseaux sociaux les phrases, la propagande de AFC. Être unis, on regarde tous du même côté, c'est-à-dire face à la communauté internationale pour leur dire non. C'est ça l'essentiel. De l'autre côté, le chef d'État sur le plan diplomatique,
Il est en train de négocier, mais aussi que le gouverneur puisse s'organiser pour acheter des armes. Celui qui veut la paix prépare la guerre. On ne prépare pas la paix, on ne peut pas avoir la paix sans des munitions sophistiquées. Aujourd'hui, si celui qui a des munitions sophistiquées a de l'avance que vous. Donc on ne peut pas rester là en train de regarder comment est-ce que le pays est en train d'évoluer, tout en disant que non, c'est le chef de l'État, j'aime pas Félix, je veux qu'il échoue, alors que tu sais pas que s'il échoue, c'est le pays tout entier qui va partir. Alors, Maître Platini, on est en train de chiter avec l'émission, mais au-delà, parce que vous avez parlé des dialogues, ce n'est pas certainement nécessaire, mais aujourd'hui, s'il faut créer la cohésion nationale, recréer la cohésion nationale entre les Congolais, recréer cette unité, à part les dialogues, comment les chefs de l'État, comme garant de la nation, peut-ils procéder pour recréer cette confiance entre les Congolais, pour contrer ce que l'extérieur est en train de préparer contre notre pays? Nous avons tendance à demander beaucoup aux chefs de l'État. C'est-à-dire que tout doit venir de lui. Nous aussi, nous pouvons, de notre côté, nous organiser pour soutenir les actions du chef de l'État. C'est aussi une possibilité. On peut s'organiser pour accompagner les actions du chef de l'État seulement sur la partie est du pays. Même les églises aujourd'hui, ils peuvent s'organiser pour accompagner les actions du chef de l'État à ce qui concerne l'est du pays. Même la politique. C'est-à-dire, sur la question de l'est du pays, nous sommes unis. Nous allons faire face à l'agression rwandaise ensemble avec tous les Congolais, pas de couleurs politiques. C'est ce qu'on attend de nous. S'il faut que le chef de l'État vienne toujours vers nous, nous sommes plus de 5 millions d'habitants, ça sera très compliqué. C'est à nous aussi de faire le déplacement, d'aller vers lui. Ce n'est pas d'aller à la présidence là-bas pour remplir la pelouse, mais plutôt commencer à poser des actes allant dans le sens d'accompagner sa politique contre l'agression rwandaise. C'est aussi une autre possibilité que nous pouvons faire pour faire de sorte que nos frères et sœurs qui sont en souffrance puissent aussi se retrouver. Alors, M. Platini, l'émission est terminée, votre conclusion. Je suis très content d'avoir été votre invité aujourd'hui et aussi par rapport aux questions pertinentes de l'heure que nous avons eu à échanger par rapport à ça. Et je crois que dans les jours à venir, nous allons encore aller davantage. Et par rapport à la fondation, ça reste à la disposition de tout le monde. C'est le numéro, c'est 081 91 95 290 089 44 60 44 60 015 089 44 60 015. Donc la fondation est là. Nous sommes en train de travailler pour soutenir les habitants, non seulement de Mongafula, mais aussi d'autres habitants qui se retrouvent en difficulté. Parce que la philosophie de la fondation, c'est de s'étendre. Mais nous avons quand même commencé d'abord au niveau de Mongafula, où nous sommes en train de soutenir parce qu'il y a trop d'érosion, il y a trop de problèmes d'eau, problèmes d'insécurité, problèmes des érosions, il y a trop de problèmes et nous sommes en train de nous organiser pour accompagner aussi les chefs de l'État de notre manière par rapport à cela. Alors, M. Platini, c'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions de la bonne manière. Je rappelle que vous êtes le président de la fondation Platini Mbadou qui soutient justement les actions du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Merci à vous. Merci Sarah. Merci Daniel et merci Maître Platini. On se dit donc à demain. À toutes et à tous. Que je revienne encore demain. Avec plaisir. Alors, merci de nous avoir suivis à des messages pour un 3e numéro de cette émission. Avec mes 2 minutes. Que vive la République, vive la RDC. À la prochaine, maître.